Direction Haïti pour l'entretien d'actualité. Haïti, gangréné par la violence des gangs qui contrôlent de facto près de 80% de la capitale Port-au-Prince. Et nouvel épisode dans cette crise, le Premier ministre haïtien Ariel Henry, dont les gangs et une partie de la population réclamaient le départ, a donc finalement annoncé lundi soir sa démission. Il avait pris l'intérim de la présidence laissée vacante à l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. Depuis 2 semaines, les violences et les affrontements entre gangs et les forces de l'ordre s'étaient intensifiés et ce nouveau développement est donc susceptible de faire perdurer la crise sécuritaire et politique dans laquelle est plongé le pays le plus peuplé des Caraïbes. Pour comprendre la situation, j'accueille Jean-Marie Théodat. Bonsoir, monsieur Jean-Marie Théodat. Bonsoir. Vous êtes professeur de géographie à l'université Panthéon-Sorbonne et spécialiste de Haïti. Bonsoir. Alors, on en avait déjà parlé à 2 reprises ici sur ce plateau avec vous. Vous étiez invité à l'occasion de l'assassinat du président Jovenel Moïse, puis à propos de la dette coloniale de la France, que la France a imposée à Haïti suite à son indépendance. Cette démission d'Ariel Henry est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle, sachant qu'il était très contesté et que sa légitimité était remise en question? Je ne peux avoir qu'une réaction mitigée. D'abord, une réaction de réjouissance, parce que cela fait 3 ans que Ariel Henry occupe des fonctions de Premier ministre en dehors de toute légalité. Il n'y a aucune légitimité dans la façon dont il est arrivé au pouvoir. Donc, pour nous, c'est un premier pas dans le bon sens, le sens du rétablissement de la légitimité historique en Haïti. Mais en même temps, ça nous laisse plein d'inquiétudes, parce que Ariel Henry n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les causes profondes continuent d'exister. Et moi, j'ai toujours considéré que Ariel Henry et le chef de gang Jimmy Cherizier constituaient l'envers et l'avers d'une même pièce, d'une fausse monnaie. Donc maintenant qu'on s'est débarrassé d'Ariel Henry, il faut trouver le moyen de se débarrasser de Jimmy Cherizier. Qu'est-ce qui lui était reproché à Ariel Henry? On en a entendu dire que notamment c'était mal vu le soutien que lui apportaient les Occidentaux, notamment les États-Unis, alors qu'il n'avait pas eu de légitimité dans les urnes. Est-ce que cet aspect-là, le fait qu'il ait l'assentiment des Occidentaux, était problématique pour la population? L'assentiment et le soutien des Occidentaux est problématique dans la mesure où c'est un pouvoir usurpé. Ariel Henry, en pratiquement 3 ans de présence à la tête de l'État, n'a rien fait pour légitimer sa présence. Ni sur le plan légal, il n'a pas convoqué de nouvelles élections, ni sur le plan pratique. Sa mandature se conclut en fait par un échec total. Donc, illégitimité, incompétence et peut-être corruption, ce sont, on va dire, des raisons suffisantes pour que la chute d'Ariel Henry provoque chez nous un premier mouvement de réjouissance. Il était également en faveur d'une opération internationale menée par le Kenya, une opération elle aussi mal vue à l'intérieur du pays. Est-ce que ce point-là faisait partie de ceux qu'on lui reprochait en particulier? Il s'agit d'un point problématique, dans la mesure où, dans la situation où nous sommes aujourd'hui à Port-au-Prince et en Haïti de façon générale, il est évident que nous n'allons pas pouvoir nous en sortir tout seuls, sans le soutien d'une main étrangère. Mais en 3 ans pratiquement qu'il occupe le pouvoir en Haïti, Ariel Henry n'a rien fait pour le renforcement de la police, pour le renforcement de l'armée, par exemple, qui sont en fait les dépositaires du monopole de la violence légitime, qui devraient et qui doivent, dans un état de droit, assurer la sécurité civile. Donc nous avons le sentiment que Ariel Henry a plutôt travaillé à affaiblir l'État haïtien, déjà mal en point, et que sa précipitation à appeler à une intervention étrangère sans véritablement consulter la population à un moment
où la nation est en péril. C'était le signe de son impuissance personnelle? De sa légèreté, de son incompréhension du caractère solennel, en fait, du mandat d'un pays, du mandat de Premier ministre d'un pays comme Haïti. Donc, il n'y avait pas de légitimité dans son exercice du pouvoir, encore moins dans cet appel à finalement passer sous le boisseau la souveraineté nationale. C'est pour ça que c'était une fausse bonne idée. Une bonne idée, mais qui n'était pas avancée par une bouche légitime. Et c'est pour ça que la solution d'appeler des forces étrangères était une solution extrêmement contestée, extrêmement même redoutée par la population haïtienne. Parce que les dernières expériences d'occupation étrangère que nous avons eues entre 2004 et 2017 se sont soldées par une flambée épidémique de choléra, des scènes de corruption avérées, si vous voulez, qui font que lorsqu'en 2017, les casques bleus sont partis, ils ont quitté Haïti, le pays est retombé dans une spirale de violence. Au fond, le sentiment que nous avons, ça a été l'application d'un cautère sur une jambe de bois. Comment expliquer cette résurgence-là des dernières semaines de la violence? Qu'est-ce qui a changé pour qu'il y ait ce pic à nouveau de la violence? Il y a eu cette déclaration d'Ariel Henry annonçant la tenue d'élections en août 2025, avec la perspective d'une passation des pouvoirs pour février 2026. En gros, entre 2021 et 2026, 5 ans, c'est la durée d'un mandat présidentiel en Haïti. Les gens ont eu le sentiment que Ariel Henry essayait de passer en douce, de passer une vitesse, comme on dit en créole, et de se maintenir au pouvoir avec un bilan désastreux, avec une perspective de patiner dans le même chaos, ce qui a provoqué la colère à la fois de la population, qui de toute façon n'a jamais entériné son pouvoir, et d'autre part la violence des gangsters qui, eux, ont pris ça pour une provocation. Alors, vous parliez des gangsters. Avant que le Premier ministre n'annonce sa démission, la semaine dernière, nous avions diffusé un extrait d'une interview réalisée donc par nos confrères de l'AFP avec le fameux barbecue Jimmy Cherizier, dit barbecue, donc chef de gang. On va écouter cet extrait. Si Ariel Henry pas démissionné, le pays après les droits non vers un génocide. Si Ariel Henry pas démissionné, si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Alors Jean-Marie Théodat, vu de l'extérieur, c'est quand même assez ahurissant d'imaginer qu'un chef de gang ait réussi à tenir un pays, ou du moins au moins sa capitale. Comment c'est possible? Vous savez, la scène s'est déjà vue en 410 à Rome, c'est-à-dire la chute d'une civilisation, la chute d'un empire. Et aujourd'hui, nous assistons à la chute d'un État prestigieux, d'un État qui a été un symbole de liberté universelle pour nous. Donc, qu'un chef de bandits arrive à s'installer aujourd'hui à la place de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture, c'est cela. Ce que ça veut dire, c'est un paradoxe qui résume pour nous la trajectoire de l'idéal républicain en Haïti. C'est-à-dire l'abandon des principes, le foulage aux pieds des valeurs par une élite corrompue qui s'est laissée compromettre par le trafic illicite des armes, des munitions, de la drogue, des personnes même. Haïti, qui est le pays qui a proclamé pour la première fois l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité, se retrouve aujourd'hui avec une élite corrompue dont les sources de richesse comptent justement le trafic humain dans ses activités. C'est donc pour nous le symbole d'une déconfiture totale, d'une déconfiture symbolique, d'une déconfiture existentielle de l'État haïtien, et
Ce n'est ni une fatalité, ni je dirais le signe d'une sorte d'incapacité des Haïtiens à se gouverner eux-mêmes, mais au contraire, la conjonction d'une économie noire, d'une économie sombre, d'une économie souterraine, qui, de la cordillère des Andes à la Floride, a besoin de passage pour pouvoir faire circuler la marchandise. Le résultat, vous voulez dire, d'un réseau aussi de la circulation des stupéfiants. Haïti fait partie, avec le Salvador, le Guatemala, l'Équateur et, à certains égards, le Mexique, d'un bassin, vous voulez, commun, bassin Caraïbe, mais qui est aussi le bassin de la cocaïne. C'est par ces deux espaces, par les îles d'un côté et par l'isthme centra-américain de l'autre, que la drogue passe des lieux de production au principal marché de consommation, c'est-à-dire les États-Unis. Exactement. Pour alimenter les États-Unis d'Amérique, c'est donc aussi, quelque part, une crise qui est à l'image de l'ultralibéralisme actuel avec des puissants, les États-Unis, qui peuvent profiter de ces réseaux sans jamais subir toutes les conséquences que les populations haïtiennes, par exemple, subissent. Cette économie souterraine, cette économie parallèle, que le géographe Roger Brunet qualifie d'anti-monde, constitue la caricature du néolibéralisme. C'est ce qui arrive lorsque les bénéfices d'un commerce illicite sont concentrés entre les mains d'une petite oligarchie qui ne redistribue rien, mais qui surtout génère une verticale du pouvoir, une verticale de la puissance qui s'exerce par la violence la plus nue, c'est-à-dire des gangs qui débarquent dans des quartiers, qui mitraillent des innocents. Des scènes comme ça, nous en avons à l'appel en Haïti. Mais il n'y a pas que chez nous. La même chose arrive à Marseille, la même chose arrive dans la banlieue d'Anvers. C'est vous dire donc que nous faisons face en Haïti. Nous sommes en première ligne par rapport à une organisation mafieuse mondiale dont la puissance s'évalue à des centaines de milliards de dollars. Ce n'est qu'une petite partie de cette économie souterraine qui transperce à travers ce qui se passe en Haïti. Mais nous sommes en première ligne et c'est pour cela que Haïti paye le prix fort. En dehors de ce que vous venez d'évoquer, ainsi que des responsabilités locales qu'on a pu pointer du doigt, quelle est la part des responsabilités externes et aussi peut-être du laisser-faire, du laisser-aller éventuel de la part de la communauté internationale, de l'ONU? On a vu que les réactions pouvaient se montrer fermes et interventionnistes quand il s'agissait, par exemple, d'aller porter secours à l'Ukraine. Est-ce que la communauté internationale n'a pas abandonné Haïti d'une certaine façon? Nous fêtons cette année, nous célébrons cette année, en 2024, le 220e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. En 220 ans, ce pays a traversé le monde dans une situation de solitude existentielle. Personne pour nous tenir la main, personne pour voler au secours d'Haïti, et cela se vérifie encore aujourd'hui. Et compte tenu de la proximité du territoire américain, et compte tenu de l'absence d'enjeux stratégiques dans la crise haïtienne, ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un conflit ethnique, ce n'est pas un conflit territorial, ce n'est même pas une guerre d'influence entre les puissances. C'est-à-dire Haïti, ce n'est ni l'Ukraine, ni l'Afghanistan, ni Taïwan, et encore moins la Palestine. Il n'y a aucun bénéfice stratégique à gagner à intervenir auprès d'Haïti. Et c'est pour ça que personne n'intervient, que depuis 3 ans que le président de la République est assassiné, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'ONU se passent la question comme une patate chaude, parce que personne, en fait, n'a envie de voler au secours d'Haïti.
quelles sont les perspectives maintenant avec 11 millions d'habitants, 60% de taux d'alphabétisation, quel avenir, quelle perspective? Comment sortir de cette crise, de ce chaos actuel? Il y a eu des cas similaires dans l'histoire. La Jamaïque, dans les années 70, était une immense pétaudière. Aujourd'hui, c'est un pays paisible. Je pense qu'il faut faire confiance aux Haïtiennes et aux Haïtiens. Faire confiance à la société civile. Celle qui, justement, depuis 220 ans, a maintenu le pays à flot, alors que l'État brillait par son absence. Il faut faire confiance aux intellectuels haïtiens, ceux qui sont sur place et qui continuent de faire le travail d'éducation, de recherche et qui prennent parfois des risques en lançant des pétitions et en tout simplement continuant à exercer leurs fonctions, parce que Port-au-Prince, pour traverser les faubourgs et aller faire court, c'est parfois un parcours du combattant. Donc, je pense qu'il faut garder confiance dans la capacité des Haïtiens à faire face à des situations complexes, comme ils l'ont fait en 1804, au moment de la proclamation de leur indépendance. Et politiquement parlant, la suite, après cette démission d'Ariel Henry, comment reconstituer une classe politique à la fois responsable et capable de réellement résoudre la crise? Alors, c'est ici que la balle se trouve désormais dans notre camp, en Haïti. Il faut que la société civile et ceux qui se sont tenus jusqu'à présent à l'écart de ce jeu macabre et sanglant donnent la preuve de leur probité, donnent la preuve de leur engagement, donnent la preuve surtout de leur clairvoyance, parce que ce n'est pas parce que Ariel Henry n'est plus au pouvoir qu'il faut réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire, il fallait anticiper ce mouvement. Et j'espère que les différents partis politiques qui sont aujourd'hui aux portes du pouvoir en Haïti disposent de ressources humaines capables de relever ce défi. Et moi, personnellement, j'ai confiance. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat pour cet éclairage sur Haïti. Je rappelle que donc vous êtes enseignant à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste d'Haïti. Merci beaucoup.